Ma question est toute simple. En fait, il y a quelque chose, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport aux molécules. Vous disiez que c'était quelque chose de très concret. Mais enfin, si on va un peu plus loin, dans la physique quantique, et le concret de la physique quantique, on est plutôt dans une modélisation où, effectivement, c'est un petit peu plus subtil. Et je pense que le concret, là, il reste à définir. Une chose très simple, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps Laurent Alexandre, que tout le monde connaît, qui disait que c'est assez récent. On pense que, alors attention, il faut définir aussi ce que c'est que l'intelligence, mais l'intelligence c'est 60% de génétique. Je voulais savoir ce que vous en pensez quand vous entendez Laurent Alexandre. Alors après, il cite ses sources, mais bon, on va pas débattre là-dessus. En fait, on pensait que l'intelligence, on avait tous le même cerveau et qu'au fil des années, on se construit. Et que effectivement, on pense que 60% c'est génétique. Et d'ailleurs, il y a eu même un sondage, paraît-il, que les Chinois, pratiquement 80% des Chinois, dans ce qu'on appelle donc le transhumanisme, où effectivement, ils veulent modifier, ils aimeraient justement avoir une société dans quelques générations où on va faire une augmentation de cette intelligence, sachant si il faudrait que 60% de l'intelligence est génétique, donc il ne resterait plus que 40%. Alors, de mon point de vue, tous les phénotypes un peu complexes comportementaux, tels que l'intelligence ou le langage, pas le langage, c'est un mauvais choix. Il y a pas mal de phénotypes comportementaux qui sont un mélange entre la génétique et l'acquis, l'environnement. Donc l'intelligence, c'est une histoire de 60%, ça se trouve quelqu'un d'autre va calculer, ce sera 40%. C'est clair qu'il y a une part de génétique et qu'il y a une part d'environnement, d'acquis. Donc après, à partir de là, on peut discuter en termes de pourcentage, etc. Mais il y a un grand nombre de phénotypes, donc de caractères, qui vont être dus à un mélange. Alors on peut faire des études chez les jumeaux, qui vont être génétiquement identiques, les vrais jumeaux, et qui vont avoir un même environnement, ou alors des environnements différents. Et on peut essayer de regarder quelle est la part de leurs différences. Et donc c'est dans ce type d'études qu'on a pu mettre en évidence qu'il y a des caractères qui sont plus ou moins génétiquement déterminés ou des caractères qui sont plus ou moins déterminés par l'environnement. Donc typiquement, la taille, c'est un caractère qui est génétiquement déterminé à 90%, alors que par exemple une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde, elle est énormément déterminée par l'environnement. Donc c'est quelque chose de très acquis. Après, pour l'intelligence, honnêtement, moi, j'en sais pas plus que vous. Et je trouve que c'est un terrain dangereux quelque part, puisque de rentrer dans l'idée que tout est inné. Il y a eu Galton dans les années, je ne sais plus combien, qui a voulu faire de l'eugénisme, qui pensait, suite à la théorie de Darwin, qu'on pouvait sélectionner les meilleurs individus les plus intelligents et les faire se reproduire, et du coup avoir des individus qui seraient très intelligents et supprimer tous les autres. Donc c'est clair que pour moi l'intelligence c'est un caractère qui est mélangé. Il y a de l'inné et il y a de l'acquis, et donc c'est illusoire de vouloir essayer de reproduire et de maintenir l'intelligence à tout prix. Mais moi, j'aurais même envie de dire pourquoi vouloir mettre du chiffre à l'endroit de l'intelligence. Alors, une grosse part du travail de psycho aujourd'hui, c'est de mettre du chiffre par l'évaluation. Il faut évaluer les enfants. C'est à partir de leur QI et du chiffre qu'on va sortir d'un test qu'on va savoir s'ils vont aller à l'école en IME ou en ITEP. Alors l'IME, globalement, c'est pour les déficients, et l'ITEP, c'est pour ceux qui ont une intelligence normale, mais qui vont pas très bien. Je caricature beaucoup, mais c'est une manière de dire que la question du chiffre à l'endroit de l'intelligence, c'est quand même très très compliqué, parce que ça peut pas tout dire de ce qu'est l'intelligence. Voilà. C'est la notion même de chiffre qui m'interpelle dans ce que vous dites. Ouais. Qui pose l'autre question ? Un sujet pas facile, hein. Tenez. J'aurais une petite question sur
Donc l'individu, il a 5 sens, même un 6e maintenant, qui est la proprioception. Mais on parle maintenant du 2e cerveau, qui est donc tout l'environnement des intestins, etc., qui a l'air d'avoir des interférences également sur le fonctionnement des 6 sens. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose ? Alors, sur un plan médical ou scientifique, moi je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que la question des intestins a été quand même un des premiers points repérés dans la psychanalyse à 2 endroits. D'abord, à l'endroit du développement de l'enfant, par la question de l'acquisition de la propreté sphinctérienne, qui n'est absolument pas quelque chose d'inné, qui est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'un enfant n'apprend pas tout seul à maîtriser ses sphincters. Donc la question de l'intestin est déjà très présente dans le développement de l'enfant. Ensuite, elle est très présente aussi, Freud l'avait repéré beaucoup à l'endroit de la névrose, puisque c'est un... Donc avant même qu'on parle de l'intestin comme 2e cerveau, c'était déjà repéré comme une zone érogène du corps où vient se jouer quelque chose des affects. Donc, il y a un bouquin là, sur l'intestin qui est très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais que je lirai un jour. Et il est sur la liste des trucs à lire. Et c'est pas étonnant qu'on découvre comme ça des éléments qui vont dans le sens, j'allais dire d'une intuition, mais même plutôt d'un constat, carrément. C'est-à-dire qu'au début du XXe, Freud constatait que cette partie-là du corps avait une fonction très particulière pour l'homme. Et était un lieu très particulier pour l'homme. Alors moi, je suis pas une spécialiste du microbiote, donc l'ensemble des bactéries qui sont présentes dans nos intestins s'appelle le microbiote. Mais c'est clair qu'actuellement, on découvre de plus en plus que ça a une influence justement sur la régulation de l'expression de nos gènes et donc sur toutes ces modifications épigénétiques. Et donc ces influences, ça va pouvoir modifier notre immunité, un certain nombre de choses. Et donc, quelque part, certains de nos caractères. Mais voilà, je ne suis pas une spécialiste là-dessus. Est-ce que les microbiotes font partie de l'environnement ou c'est partie intégrante de l'individu ? Moi, je vote pour l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une différence ? Le corps n'est-il pas un élément de l'environnement ? Je fais le lien avec la possibilité pour le corps de dissoudre l'alcool en acétaldéhyde. Il y a des individus qui ont la capacité de le faire, d'autre part. Est-ce que c'est acquis ? Est-ce que c'est inné ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'espoir dans la génétique pour expliquer ce qui se passe dans le corps. Et il y a beaucoup d'erreurs de penser que, d'une part, la psychanalyse refuserait ça, ce qui n'est pas vrai du tout, hein, et d'autre part, de penser que même si on trouvait quelque chose du côté de la génétique, ça dirait tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton exposé, c'est la question de l'autre chose. Connaître tous les gènes permettrait de tout comprendre. Et puis quand on arrive à connaître les gènes, on se rend compte que non. Il y a encore autre chose. Et je crois qu'il y aura toujours autre chose. Et il me semble que c'est ça qui fait la spécificité de l'humain et de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui reste d'une énigme. Ou alors, si un jour il n'y a plus d'énigme, on va sacrément s'ennuyer, quoi. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que des enfants chopent le cancer et pas d'autres ? Pourquoi ? Bon, je ne vous parle pas de Tchernobyl, parce que là, ça explique quand même un peu des choses. Mais voilà, tout ça, c'est difficile. Par exemple, la schizophrénie, c'est une maladie qui s'inscrit dans le corps. Il n'y a pas de doute là-dessus, je veux dire, dans le corps organique. Hein ? Pourtant, tout le monde ne devient pas schizophrène. Donc l'articulation entre le corps organique et ce qui se passe pour un sujet, c'est là qu'il y a rencontre entre ta science et la mienne, si je puis dire. Pour revenir au microbiote, juste, je vous cite une expérience qui a été faite. Donc le microbiote a des influences sur plein de choses. Il peut avoir une influence sur l'obésité.
Et donc, il y a des chercheurs qui ont pris le microbiote de souris obèses, qu'ils ont transféré. En fait, ils ont récupéré les fesses des souris qu'ils ont fait manger à d'autres souris qui étaient normales, et ensuite elles sont devenues obèses. Donc, en transférant le microbiote, du coup, d'une souris à une autre, eh bien, les souris sont devenues obèses. Donc ici, c'est quelque part le transfert d'un caractère acquis, l'obésité, par le microbiote qui a pu se faire. Moi, je voudrais poser une question, je vais profiter. Par rapport à l'exemple qu'a donné Estelle, que je connaissais déjà, sur un enfant qui n'est pas en contact avec le monde extérieur, avec d'autres humains, et dont le développement en est complètement bouleversé, voire même annihilé presque. Je me demande personnellement quelle est la part de l'acquis dans la révélation de l'inné. C'est-à-dire dans ce qu'on a au départ comme potentiel qui est fixé en nous, et qu'est-ce que l'acquis peut nous permettre de révéler ou pas. Alors, du point de vue scientifique, vous avez vos gènes de départ qui vous sont donnés par votre père et votre mère. Tout votre ADN est présent dans la cellule œuf. Mais ensuite, il est certain que ces gènes vont s'exprimer dans un environnement donné. Donc, cet environnement, c'est ce qui représente l'acquis. Et donc, effectivement, un individu placé dans un certain environnement, si on prend un individu identique qu'on va placer dans un autre environnement, il va pouvoir se développer peut-être différemment, puisqu'il y aura une part d'acquis. Donc, juste du point de vue scientifique, moi, je vais vous citer une expérience qui est assez connue dans le milieu de l'épigénétique. C'est que chez les abeilles, donc vous savez, la société des abeilles, vous connaissez un petit peu, il y a des ouvrières, il y a une ruche avec des dizaines de milliers d'ouvrières qui vont butiner, entretenir la ruche, et puis il y a la reine, qui est vraiment différente phénotypiquement, elle est plus grosse et elle pond les œufs. Eh bien, toutes ces abeilles sont génétiquement identiques. D'accord, elles ont le même ADN. Et en fait, donc la reine, elle pond, il y a différentes larves. Et donc, pour obtenir une reine, on nourrit une larve avec de la gelée royale. Alors que pour obtenir des ouvrières, on nourrit juste les larves avec du nectar. Et donc ici, vous avez l'exemple de quelque chose qui est acquis, de l'environnement. Donc, c'est par la nutrition que ça va passer. On va nourrir différemment des larves qui sont génétiquement identiques. Elles ont le même ADN. Et elles vont devenir des individus différents. D'accord ? Donc, il y en a une qui va devenir la reine, qui va être avec une fonction reproductrice. Et puis, toutes les autres qui ne sont pas nourries avec la gelée royale, elles vont rester des ouvrières. Et donc là, vous avez chez ces individus... Après, chez l'homme, c'est évidemment pas possible de faire ce type d'études, puisqu'on est génétiquement différents. Donc, c'est là où on discute beaucoup sur l'inné et l'acquis. Mais chez certains organismes où on peut travailler sur des individus génétiquement identiques, on peut voir la part de l'environnement et la part de l'acquis dans le développement et sur ce qu'on va devenir. Alors moi je suis pas sûre de pouvoir apporter grand-chose à la question de ce que l'acquis pourrait révéler de l'inné. Mais j'ai une autre question. En fait je suis là mais c'est moi qui pose les questions. C'est entre l'acquis et entre l'inné et l'acquis, est-ce que l'inné ferait qu'on serait moins responsable? Alors ce qui me fait dire ça, c'est de se dire bah oui mais c'est génétique, j'y peux rien. C'est des choses qu'on entend, ça. Hein. C'est une maladie, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà. Quelle est la responsabilité du sujet dans ce qui serait inné? Je décale le débat. C'est un très gros problème, ça. Le problème de la responsabilité par rapport et de l'expertise des maladies, c'est un grand problème. Alors justement, l'épigénétique introduit un peu cette responsabilité, puisque vous partez avec un set de gènes, mais tout dépend de ce que vous allez en faire, en quelque sorte, et ce que l'environnement va apporter sur la lecture de vos gènes. Et donc l'épigénétique, quand les gens en parlent, maintenant on voit souvent dans les journaux, nous sommes plus que la séquence de nos gènes. Voilà, c'est l'idée que finalement, il n'y a pas de fatalisme avec nos gènes, et que on a finalement une certaine part de responsabilité vis-à-vis de nos gènes et on peut un petit peu potentiellement influencer leur expression. Et à nouveau, ça, on a cette idée-là parce qu'on peut faire des études chez les animaux qui sont génétiquement identiques et on voit bien que, par exemple, au niveau de la nutrition,
quand on nourrit différemment, il va y avoir certains effets. Donc on a une petite part de responsabilité vis-à-vis de nos gènes. On sait maintenant, même chez l'homme, que au niveau de la nutrition, certains facteurs environnementaux vont influencer la lecture de certains gènes et donc vont influencer l'apparition de cancer ou non, par exemple. Oui, de l'obésité. Parce que si l'obésité était purement l'expression d'un gène, elle aurait toujours été stable dans l'histoire de l'humanité, alors qu'on voit bien que sur le dernier siècle, il y a une expansion de l'obésité qui est quand même un petit peu indépendante du corps propre, quoi, qui vient effectivement de l'environnement et de ce qu'on appelle la malbouffe. Mon voisin parlera après, oui. Non, c'est peut-être plus un commentaire que vraiment une question, mais vous pourrez à nouveau commenter le commentaire. Mais disons que vous êtes à deux niveaux d'échelle très différents. Il y en a une qui parle au niveau de la cellule, et l'autre, enfin la cellule ou comme des collections de quelques cellules, alors que l'autre parle au niveau de l'homme, de l'humain. Et donc je pense que l'humain, c'est une collection avec d'un très très grand nombre de cellules. Et pourtant, on se permet d'utiliser les mêmes mots d'inné et d'acquis pour ces deux objets qui sont quand même à des échelles très 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 différentes. Donc je me dis, bon attention, on n'a peut-être pas le droit complètement d'utiliser les mêmes mots d'inné et d'acquis, quand dans un cas, c'est simplement une cellule qui va donner d'autres cellules filles, et dans un autre cas, ça sera un humain qui va donner d'autres humains. Bon, c'est pour dire qu'il y a tout un champ d'études qui va nous faire passer de la cellule à des myriades de cellules, et peut-être que là, on est dans un domaine qui n'est pas encore complètement étudié. Le passage n'est pas fait entre vous du point de vue scientifique complètement. C'est un champ d'études intéressant, et peut-être que vous pourrez commenter évidemment ce champ qui vous sépare et qui va faire progressivement augmenter le nombre de cellules pour passer de collection de quelques cellules à un humain. Donc ça, c'était un premier commentaire. Alors, le deuxième commentaire, c'était par rapport à ce que vous avez dit sur l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que, disons que la définition des objets, elle dépasse leurs frontières physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on donne une définition de l'homme en relation avec tout ce qui l'entoure, avec toute la société qui est autour de lui. Et d'une certaine façon, la définition de quelqu'un dépasse la géométrie de son corps, dépasse son propre corps. Et de la même façon, dans l'épigénétique, on s'aperçoit que la cellule, son fonctionnement, sa définition, demande de faire intervenir quelque chose qui est extérieur à cette cellule. Donc il y a une dualité entre l'inné et l'intérieur, et l'acquis et l'extérieur. Et je dis ça, c'est parce qu'il y a tout un domaine aujourd'hui de la philosophie qui s'intéresse à cette extension de la définition des choses en incluant en quelque sorte l'environnement qui entoure ces choses et qui est propre à chacune de ces choses. Alors, pour commenter le premier commentaire, moi, si je suis venue ce soir, c'est justement parce qu'on a des points de départ extrêmement différents, mais qu'on a quand même un point commun, et au moins un, c'est d'être là pour en parler. Et c'est à partir de ça qu'il peut y avoir quelque chose qui se rencontre entre des disciplines. C'est-à-dire à partir du moment où on décide de faire usage de la parole pour en dire quelque chose. Après, qu'on intervienne sur des domaines différents et qu'effectivement, peut-être, on ne parle pas exactement de la même chose, oui, mais le mot qui me vient comme ça, je me laisse beaucoup aller à ce qui vient, c'est le mot, comment dire, comment un mot peut, en fonction de son environnement, avoir un sens très différent. C'est le mot collaboration, par exemple. Une collaboration, en soi, c'est quelque chose d'un partenariat, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est quelque chose de bien, on va dire. Pourtant, ceux qu'on appelle les collabos, c'était pas franchement du côté positif. Est-ce qu'il faudrait, sous prétexte que dans l'histoire de France, il y a eu des collabos dont on n'est pas forcément très fiers, aujourd'hui refuser l'usage de ce mot-là? Non, certainement pas. Donc qu'on puisse parler de choses très différentes avec les mêmes mots, moi ça me choque pas, à partir du moment où
où c'est relativement clair dans le fait même de le dire. Enfin, je ne sais pas si... Voilà, si c'est... La deuxième remarque, je ne me rappelle plus. Oui, mais moi, ça ne me choque pas non plus, mais à un moment donné, il faut l'avouer d'une certaine façon pour faire ce lien, justement, comme vous le dites. Enfin, je pense à la thermodynamique, par exemple. On regarde les choses à l'échelle des atomes, et ensuite on parle des choses à l'échelle des matériaux. Mais il y a toute une série, on va pouvoir parler utiliser un même vocabulaire, mais on sait faire le passage des propriétés de ces mots qui vont éventuellement changer. L'épigénétique, j'ai beaucoup parlé de ce qui était acquis, du coup, au niveau des cellules, au niveau du phénotype des cellules. Elles ont des signaux environnementaux qui vont lui permettre d'acquérir certains caractères. Mais on peut aussi se placer du point de vue de l'organisme entier. Donc, de mon point de vue, on peut se rejoindre. Et j'ai envie de donner des exemples qui actuellement font énormément parler d'eux, puisqu'il y a un petit parfum d'hérésie sur l'hérédité des caractères acquis. Vous savez que Darwin a développé la théorie de la sélection naturelle et que qui dit que les organismes ont des mutations qui permettent l'apparition de nouveaux phénotypes et que c'est les meilleurs phénotypes qui sont sélectionnés. Et puis Lamarck, en parallèle de Darwin, lui disait on est sélectionné parce que effectivement la girafe, le grand cou, elle tire son cou pour aller attraper les feuilles et puis elle va transmettre ce caractère acquis à sa descendance. Donc actuellement ça fait sourire. Pareil, si moi je fais du bodybuilding, est-ce que je vais transmettre à mes enfants mes grands muscles? La réponse, vous avez envie de dire tout de suite non. Eh bien, actuellement, on a eu un certain nombre d'études chez des souris qui sont génétiquement identiques, qui ont pu montrer que donc à l'échelle de l'organisme, eh bien, il y avait certains caractères qui pouvaient potentiellement être transmis à la descendance. Et comme ces cellules sont génétiquement identiques, eh bien, ce sont des caractères acquis qui touchent à l'épigénétique, des modifications d'expression de certains gènes qui vont être transmises à la descendance. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Ça s'appelle l'épigénétique transgénérationnelle. Et voilà, ça ouvre un très très grand champ des possibles. C'est pas du tout montré chez l'homme encore, puisque chez l'homme, je le redis, on ne peut pas faire ce genre d'études puisqu'on est tous génétiquement différents. Mais il y a quand même cette idée que même à l'échelle d'un organisme, un caractère visible qui est dû à une certaine modification épigénétique pourrait être transmis à la descendance. Et donc une étude que je peux vous citer par exemple, c'est chez les rats. On a fait on a conditionné des rats adultes à reconnaître une odeur. Donc les rats ils sont tous identiques génétiquement. On apprend à un rat mâle à reconnaître une odeur. Donc on lui fait sentir une odeur et on lui donne un petit choc électrique pour associer l'odeur à un stress. Et donc quand ensuite on fait sentir l'odeur à ce rat, le rat il est un peu stressé. Donc on voit qu'il est stressé. Et ensuite on fait se reproduire ce rat. Et à la génération suivante, on fait sentir l'odeur aux souriceaux, aux petits rats. Et bien ces rats, ils sont stressés dès la première fois où on leur met l'odeur sans jamais avoir reçu de choc électrique. Et donc là, il y a potentiellement un caractère acquis à l'échelle de l'organisme qui a été transmis aux générations suivantes. Et ça, on peut l'observer sur 2 ou 3 générations. Après, voilà, au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est très mal compris. Mais comme je vous ai dit, ça touche à ces petites marques épigénétiques qui sont apposées sur l'ADN et qui potentiellement pourraient être transmises à travers les gamètes aux générations suivantes. Oui, juste deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que ça va tout à fait dans le sens de ce que la psychanalyse peut dire de la transmission de l'inconscient d'une génération à une autre, et que c'est quelque chose qui a été très prégnant dans les 2 générations après-guerre, quelque chose qui restait, qui n'avait pas été vécu et qui pourtant était inscrit dans le corps du sujet. Et surtout, le deuxième point auquel ça me faisait penser, c'est comment un enfant adopté peut ressembler physiquement à son parent adoptif. Je veux dire, là, on voit bien que ce n'est pas une question de gènes purement présents, puisque ce ne sont pas les mêmes gènes. Et pourtant, dans la manière dont l'enfant est accueilli dans le désir de ce couple parental,
peut venir quelque chose d'une ressemblance physique. Ça dit bien qu'au-delà du corps biologique, la dimension du désir imprègne l'humain. Bien. Alors, je vais terminer cette première partie avant que nous passions au quiz sur un commentaire du commentaire du commentaire, pour dire que si on fait des cafés sciences et philo ici, c'est bien ce qu'avant il y avait des cafés sciences, il y avait des cafés littéraires, on parlait de la science dans un coin, on parlait de la philosophie dans un autre, et que jamais on avait mis les deux ensemble. Donc on a eu cette idée, et c'est bien pour ça qu'on est réunis ce soir, c'est qu'on veut provoquer des discussions où on mélange à la fois l'aspect scientifique et puis on va dire l'aspect humain, puisque la philosophie, c'est quand même une forme de connaissance de l'humain. Alors, on va donner la parole à Alexandra pour sa bibliographie, et puis après on fait le petit quiz, même pas petit, le grand quiz de Jacques, et on reprend les questions. Bonsoir à tous. Alors du coup, là, je vais vous apporter plus de livres qui posent de questions que de livres qui donnent de réponses ce soir. J'ai commencé à me poser pas mal de questions sur l'inné et l'acquis et comment j'allais vous présenter une bibliographie qui puisse être exhaustive, donc elle ne le sera pas. D'abord parce que le thème de l'inné et de l'acquis, de l'hérédité, de la nature face à la culture, quasiment tous les philosophes l'ont abordé, donc on y sera encore demain si je devais vous présenter tous leurs ouvrages. Et puis parce qu'en fait, ce sujet est tellement vaste, on le voit ce soir entre les disciplines, que je ne peux pas être exhaustive. Donc j'ai fait des choix, et le premier de ces choix, c'est de vous parler de Victor de l'Aveyron par Jean Itard, qui est le médecin en fait qui a recueilli cet enfant. Donc on est en janvier 1800, on trouve dans l'Aveyron un enfant dans les bois, isolé, et qui se comporte comme un animal puisqu'il a vécu seul jusqu'à présent. On ne sait pas dans quelles conditions. Je vous rappelle juste qu'en 1800, on est très peu de temps après Rousseau et que ce sont des questions qui agitent quand même la société française. Donc on se dit qu'on part en fait d'un matériau brut et qu'on va enfin avoir des réponses aux questions. Je ne sais pas si on va toutes les trouver dans ce livre, mais c'est un point de départ. Dans un deuxième temps, je vous présente Claude Lévi-Strauss, son Nature, culture et société, qui est un extrait en fait d'une œuvre plus complète. Donc Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue et qui part sur une étude de peuples, on va dire primitifs, mais enfin c'est un peu péjoratif, pour vérifier justement s'il y a des traits communs à tous les peuples qui seraient du coup plutôt de l'ordre de la nature et de l'inné que de l'acquis. Donc il part notamment sur la notion d'inceste, à savoir si l'inceste est quelque chose qu'on retrouve partout, qui n'est pas hérité de la culture, mais qui est un caractère inné. Pour rester sur l'aspect plus psychologique, Boris Cyrulnik, La naissance du sens. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je maîtrise moins bien ce livre. J'ai bien compris qu'il était sujet à polémique, mais apparemment, justement, il part sur toute une étude de la psychologie de l'enfant, et ce qui lui permet de se poser la question de l'inné et de l'acquis, apparemment d'une nouvelle façon. Vous me direz. On va maintenant partir sur un domaine plus scientifique avec Dans l'œil du pigeon. Donc là, on va parler justement de l'évolution des gènes et de leur rapport avec la culture, et comment ces gènes se propagent. C'est aux éditions du Pommier. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette édition parce que c'est un bon éditeur de vulgarisation scientifique et que quand on se pose des questions, en général, ils apportent pas mal de réponses. Alors, le livre suivant, Évolution biologique, évolution culturelle. Là, il a décidé de mettre tout le monde d'accord. Luca Cavalli-Sforza, il va développer une théorie selon laquelle il y a une évolution génétique, une évolution du coup naturelle, et que cette évolution est intimement liée à l'évolution culturelle. Et donc, dans ce livre, il va se poser la question de justement comment ces deux évolutions sont liées. Et enfin, je termine avec le sujet, un livre qui explique plus ou moins ce qu'est l'épigénétique. On est encore une fois aux éditions du Pommier, c'est une petite collection de poche. Et vous en découvrirez un petit peu plus sur cette discipline scientifique. Pour aujourd'hui, j'ai terminé, mais
Et donc tout à l'heure, vous parliez de l'intestin, et donc je vais vous donner les références du livre. Voilà, c'est Le charme discret de l'intestin de Giulia Enders aux éditions Actes Sud. Et effectivement, alors je vous simplifie extrêmement sa théorie, il est vraiment très bien à lire, parce que quand on ne comprend rien à la science, c'est extrêmement clair. Elle explique qu'il n'y a pas deux microbiotes au monde identiques, y compris chez des jumeaux, ils ont forcément une microbiote différente. Et la deuxième, c'est que le lien psychique que peut avoir la microbiote, c'est notamment sur la dépression. Que ça peut agir sur... il y a des personnes dépressives, et quand on les soigne au niveau de cette microbiote, on soigne leur dépression. Voilà. Merci beaucoup Alexandra et à la Librairie de Paris pour cette bibliographie toujours aussi intéressante. Vous avez pris des notes? Oui, bien sûr. C'est juste une remarque sur la première image, sur ce qui différencie l'homme de l'animal. Il y a une phrase de Beaumarchais qu'on trouve dans le film Beaumarchais l'insolent que je trouvais géniale. C'était boire sans soif et faire l'amour en tout temps. Madame, voici tout ce qui nous distingue des autres bêtes.